J'ai le plaisir d'accueillir Camille Bruas, grande vainqueur de la Maxi Race en 11h00 et 56 secondes après une bataille au coude à coude avec Fiona Porte. Salut Camille, comment ça va après ta petite balade autour du lac d'Annecy ? Bonjour tout le monde. Les nuits post-course sont des fois un peu compliquées, donc fatiguée, mais ça va. Alors c'est vrai qu'on est le lendemain de la course. T'as des petits yeux, sans vouloir te faire enfance, mais t'as des petits yeux. J'imagine que... On dort bien d'ailleurs après une course comme la Maxi Race. Est-ce qu'on fait une nuit de bébé ou on est encore un peu dans les émotions de la course ? Non, on fait pas une nuit de bébé, il n'y a jamais personne qui m'a dit ça. Mais ouais, moi c'est toujours la nuit post-course, c'est toujours compliqué. C'est pas une histoire d'émotion, c'est je pense surtout les jambes qui... Comme un peu le syndrome des jambes lourdes là, donc on a toujours envie un peu de bouger. Et c'est la douleur en fait du corps qui a encore plein de déchets entre guillemets, qui sont un peu durs à assimiler. Et donc la première nuit, c'est un peu compliqué. Et concrètement là par exemple, tu dors combien de temps là après tes courses ? Je sais pas, là cette nuit, j'ai pas dormi beaucoup. Ah ouais, c'est vraiment... Mais bon, après ça se régule assez vite. Je pense que ce soir, ça ira mieux. Ouais, puis on a encore l'adrénaline, un peu les hormones du bonheur qui sont encore en effervescence, donc ça nous permet de tenir. Après, j'ai jamais compris cette citation de dormir comme un bébé. Moi, maintenant qui suis papa, faudrait qu'un jour quelqu'un me l'explique parce que je pense que c'est un petit peu compliqué. Alors, Camille, après avoir décroché la deuxième place sur la Maxi Race en 2018, juste derrière Katisha, et d'ailleurs que tu as recroisé il y a pas récemment sur la Diagonale des Fous où tu avais fini aussi deuxième derrière elle. Cette année, tu triomphes à la Maxi Race, mais avant de plonger dans les détails de cette performance impressionnante que tu as réalisée ici sur le parcours à Annecy, j'aimerais qu'on parle un petit peu du parcours et de cette course que tu connais bien puisque tu habites pas très loin d'ici. Parce qu'à première vue, avec ces 93 km, 5000 mètres de dénivelé positif, ça ne semble pas être l'ultra le plus redoutable du circuit sur le papier en tout cas. Il n'y a pas forcément de montée ou de descente aussi spectaculaire que sur la Diagonale des Fous. Pas de segment aussi rapide comme on peut avoir sur l'UTMB. Mais malgré cela, cette course reste tout de même extrêmement exigeante. Il ne faut pas se tromper. Et elle pousse les coureurs à leurs limites. Et je crois d'ailleurs que toi, t'en as fait un peu les frais de cette intensité de cette Maxi Race samedi, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est une course qui est très exigeante. J'ai pas pris le temps d'analyser pourquoi du comment. En fait, surtout, je trouve qu'il y a vraiment de tout. Il y a une partie très roulante au départ qui, si on part trop vite, un peu vite en fait. Moi par exemple, je crois qu'au Semno, je pointe 80 et je finis dans le top 20. Donc c'est quand même globalement, comme la première partie est très roulante, les gens partent très très vite. Et ça, après, on le paye cash en fait parce que derrière, il y a deux boss avec des terrains un peu plus techniques sur là où j'habite, là, dans le Lodon, Saint-Eustache, tout ça. Il y a des parties hyper roulantes, il y a 5 bandes de plat à Doussard. Ça c'est pareil, c'est de la route. Il y en a vraiment pour tout le monde, je trouve. Et puis la fin, plus ça va et plus c'est dur. Donc si on s'est cramé au début, c'est un peu compliqué de boucler. Moi j'ai doublé énormément de monde entre Montmain et l'arrivée. Donc c'est un parcours où il faut en garder pour la fin. Et c'est sûr, sur le papier, ça paraît pas très dur. Là, hier, on avait quand même énormément de boue. Et je pense qu'énergétiquement, c'est double peine. Et il faut vraiment pas louper l'alimentation parce que énergétiquement, c'est quand même assez dur. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chutes. Nous, on était aussi sur le parcours. On a vu pas mal de belles gamelles. Il y avait des parcelles de boue. Alors, on se serait cru. On était à Plouay sur les championnats de France de cross-country. C'était vraiment des fois c'était de la mousse au chocolat par terre. Donc, c'est vrai que c'est dur parce que ça vient encore rajouter une charge mentale sur les athlètes qui doivent faire attention à tout en fait. Et en plus, si vous rajoutez le critère boue, ça fait un peu beaucoup. Donc, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent là et qui veulent faire la Maxi Race l'année prochaine ou une des courses justement autour de ce fameux lac, quels conseils tu leur donnerais ? Donc, plutôt, on est prudent et on se réserve pour la deuxième partie de course parce que c'est vraiment là. On dit que c'est souvent d'ailleurs après Doussad que la course commence. Ouais, c'est un des premiers critères, je dirais, parce que voilà. Et puis après, il y a de tout, donc il faut faire un peu du technique, il faut faire un peu du roulant, il faut être polyvalent. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans les courses, c'est pouvoir encore un peu toucher à tout, pas être spécifique dans un domaine et sur une distance qui cette année était quand même assez longue. On est passé sur un parcours qui fait plus de 90 km. Donc ça reste des distances où c'est plus lent et c'est plus long. Donc on se rapproche plus d'un ultra que d'une course de 50, 40. Quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a ce débat, est-ce que la Maxi Race c'est un ultra trail ou pas ? Alors moi je pars du principe que c'est long et on se casse vraiment les dents, on se fait très chier. Donc a priori ça a la définition de l'ultra trail. Mais toi tu le considères comme un ultra ou plutôt comme
comme une course de 50-100? Ouais, honnêtement, hier, on était quand même sur des chronos, voilà, plus de, les gars, un peu moins de 10 heures, nous, un peu plus de 10 heures. C'est vrai que c'est des chronos qui sont déjà, on peut pas se dire, je réfléchis pas et je pars à bloc, quoi. Donc avec des conditions comme ça, ouais, c'est... Bon, super intéressant ce retour. Alors parlons un peu de ta performance de ce week-end, Camille. Dès le départ, Fiona Porte, elle a pris les commandes de la course féminine, imposant immédiatement un rythme très soutenu qu'elle a réussi à maintenir quand même jusqu'au 60e kilomètre. Mais voilà, tu as réussi à la rattraper, notamment dans les parties descendantes vers Villars-Dessous, où tu as pu faire parler justement tes qualités techniques. Finalement, tu l'as devancée de seulement 10 minutes à l'arrivée. Est-ce que tu pensais que la victoire allait se jouer finalement à si peu de choses, ou tu étais confiante dès le début de pouvoir revenir en fait sur Fiona? C'était ta stratégie, tu nous l'as dit, hein, j'avais prévu de partir très doucement, enfin plus doucement, et remonter après. Donc comment toi tu as perçu la course de l'intérieur? Bataille ou victoire stratégique? Non, il y a eu une vraie bataille avec Fiona et c'était vraiment chouette. Ça fait vraiment plaisir de faire des courses un peu poussées dans ses retranchements comme ça. Donc ouais, non, c'était chouette. Moi, en vrai, je sais que Fiona partait assez vite. Globalement, j'avais déjà fait des Templiers avec elle, donc j'avais vu un petit peu qu'elle partait très fort sur toutes ses courses. Donc voilà, puis là j'étais chez moi, le Semnoz, je connaissais par cœur. J'ai jamais été très très loin à Doussard, on arrive ensemble au ravito. Juste moi, en fait, j'étais à 5 minutes à peu près, ouais. Ouais, non, à Doussard, j'étais à 1 minute. À Doussard, oui, ouais, c'est derrière, elle prend pas le temps de se ravitailler. Et là, je pense qu'elle fait une erreur et je l'ai vue direct. Donc j'ai dit. Ah, tu t'es dit, ça t'a donné un peu de. Ouais, moi j'ai pris énormément le temps à Doussard. Je savais que la course commençait ici. Donc voilà, mais rien n'était gagné jusqu'à que je franchisse la ligne d'arrivée. Hein, donc, comme en plus. Là, c'était technique, la fin, boueux, on n'est pas à l'abri d'une chute. Donc ouais, non, jusqu'au bout, franchement, elle m'a bien poussé dans mes retranchements. Ça s'est vu. Alors, on va revenir un peu sur ta préparation justement pour cette Maxi Race et puis pour ta saison 2024. C'est vrai que tu as connu une période assez difficile en 2022, 2023, due notamment à une blessure. Tu es revenu assez fort cet automne, hein, en décrochant juste une 2e place sur la Diagonale des Fous où justement nous on était là, on t'avait reçu. En 2024, donc là pour cette nouvelle année, tu as fait sensation en remportant le trail Peñas Golasa, je ne sais pas si je le dis bien, en Espagne. Tu as même établi un nouveau record féminin. Alors là, tu n'as pas trop eu d'adversité parce que tu as mis 50 minutes à ta poursuivante. Tu as gagné aussi plus récemment le 50 km de la Volvic Volcanic Experience. Et puis ce week-end, voilà, médaille d'or sur la Maxi Race. Bref, aujourd'hui, tu sembles être en excellente forme. Et moi, je suis très curieux de connaître un peu tes secrets pour venir presque plus forte après justement cette période de blessure. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta phase de réathlétisation? Est-ce qu'avec ton coach, vous avez mis en place peut-être à l'entraînement des choses pour revenir au plus fort, mais sans risquer aussi la rechute? Parce que c'est ça souvent, il faut s'entraîner fort pour revenir, surtout que le niveau il ne cesse d'augmenter sur trail, mais il ne faut pas non plus brûler les étapes et se reblesser, parce que ça, moralement, ce serait très dur à gérer. Moi déjà c'était une blessure un peu particulière, hein. C'était une chirurgie que j'ai dû avoir, donc c'était pas une blessure de surcharge ou de choses comme ça, donc c'est un peu différent quand même d'une blessure de surcharge. Là, c'est sûr que j'ai dû couper 1 mois et demi sans sport, sans rien, mais c'est surtout qu'en fait je me suis rendu compte là actuellement, il y a 1 an je me faisais opérer en fait clairement, et il y a 1 an j'arrivais pas à faire 100 mètres et à sortir de mon lit, quoi. Donc en fait là tu relativises, tu te dis je suis sur la ligne de départ, je suis en pleine santé, j'ai pas de blessure, déjà là pour moi la victoire elle est là, et après on va s'amuser, et là je me suis régalée hier, surtout sur mes sentiers d'entraînement, donc ouais, non, j'en ai pas changé grand chose au niveau de l'entraînement. Là ça faisait partie d'un bloc, comme je prépare la Hard Rock qui est mi-juillet, je sortais de 2 belles semaines quand même. Et donc je pense que j'étais encore un peu fatiguée quand même, parce que j'ai pas eu des super sensations au niveau des jambes hier. Mais voilà, ça fait partie du jeu, ça faisait partie du bloc, et je suis hyper contente d'avoir pu boucler ça pour la suite pour la Hard Rock. Alors l'Hard Rock, c'était vraiment ton objectif principal. Là en fait tu l'as intégré dans ta préparation, il y avait pas, tu gagnes mais c'était pas l'objectif de la saison, quoi. Non, c'était pas l'objectif de la saison. Je pars aux États-Unis 1 mois, donc là l'idée c'était de faire une course à la maison pour essayer de quand même que les gens, la famille, les amis puissent venir me voir courir, parce qu'ils vont pas tous venir à la Hard Rock. Ouais, et ça fait un peu loin. J'aime bien varier un petit peu, faire des courses pas trop loin de la maison, en tout cas en France quand je vais sur des courses aux États-Unis. Donc là ça tombait vraiment bien, et puis c'est un parcours qui, je pense, en plus là avec les conditions,
préparais vraiment bien sur des allures d'ultra et sur des parcours comme ça avait une bonne logique. Donc ça cochait toutes les cases pour refaire la Maxi Race cette année. Alors j'ai regardé un peu ton compte Strava, mais avant de tirer des conclusions un peu hâtives, est-ce que tu partages tous tes entraînements sur cette plateforme, ou peut-être tu choisis juste de publier seulement certaines séances que tu souhaites partager voilà, quelle relation tu as avec cette application qui fait un peu débat aussi hein? Non, moi je mets tout sur Strava. Ce que je vais pas mettre, ça va être mes heures de yoga, peut-être mon renfo de temps en temps. Et je sais pas si je vais faire une récup sur Home Trainer qui est très 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 rare. Voilà, ça je le mets pas, mais sinon je mets la globalité de tout. Donc oui, vous avez peut-être l'impression que j'en fais pas beaucoup. Alors je me permettrai pas de dire ça quand même, parce que bon, tu gagnes et tu es quand même une athlète de très haut niveau, mais c'est vrai que ton programme d'entraînement semble un peu dénoté par rapport à ce que j'observe dans le reste du peloton chez les féminines sur Ultra Trail, où il y a quand même des volumes un peu plus intensifs. Toi, c'est vrai que tu n'hésites pas à couper des fois, tu as des grosses chutes, des gros volumes, tu montes jamais vraiment au-dessus des 130 km par semaine. Donc, tu peux nous parler un peu de ta philosophie en matière d'entraînement, c'est comment tu vois les choses, surtout face à des adversaires qui bornent beaucoup, quoi. Ouais, moi honnêtement, j'ai pas beaucoup sur Strava, donc je me compare pas trop. Je sais que globalement, j'en fais un peu moins en termes de volume. Je préfère la qualité par rapport à la quantité. Après, là, j'ai arrêté de travailler il y a un mois, mais avant, j'avais quand même un emploi du temps un peu de ministre entre la kiné, les cours de yoga et les entraînements. Donc en fait, moi, la priorité, c'est mon planning personnel. Et après, mon entraîneur, il s'adapte à mon planning. Donc oui, il y a des moments où en fait, ça peut faire des blocs, quoi. Il y a des moments où là, je vais me prendre une semaine et je vais m'entraîner et récupérer correctement pendant cette semaine. Puis après, quand je suis à la maison et que c'est un peu plus speed, voilà, j'adapte vraiment ça fait par phase, en fait. Donc je suis capable de me faire des grosses semaines. Pour toi, c'est quoi une grosse semaine ? Je sais pas. En termes d'heures, d'entraînement Je dirais 20 heures. C'est 20 quand même heures, une ouais, grosse donc semaine. c'est pas mal, ouais. Ouais. Et sinon, je suis plus autour de 10-15 heures, je pense, en moyenne. Tu dis que tu favorises pas mal la qualité, donc tu vas travailler un petit peu sur l'intensité, ce genre de choses ? L'intensité, on en fait, mais pas. J'ai pas l'impression non plus d'en faire beaucoup. Mais oui, ça va être sur les grosses semaines, on va faire peut-être un peu de vie quotidien, des choses que je fais pas en temps normal. Oui, ça va pas être la borne à tout prix, ça c'est sûr. C'est pas ma philosophie à moi, c'est pas celle de mon coach, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Et voilà, et c'est ok pour moi tant que j'ai pas besoin d'en faire plus. Ouais. Et puis il y a des modes, hein. Tu sais, il y a 7 ans, on était sur une approche assez minimaliste de l'entraînement. Là maintenant, on est revenu sur des entraînements très forts. Les applications aussi comme Strava, je pense, favorisent parce qu'on se compare les uns des autres et du coup, on veut toujours en faire plus. Et voilà, mais ça, c'est net, clair et précis que l'entraînement en 20 ans, il n'a pas tellement changé. Voilà, pour paraphraser un célèbre footballeur en s'en poser. Mais c'est vrai que par contre, il y a des modes, on le voit. Et il y a des choses comme ça qui sortent un peu de nulle part et les gens le reproduisent. Mais voilà, en tout cas, c'est intéressant ce retour que tu fais. Alors, tu es quand même parti en stage d'entraînement à Font-Romeu. Est-ce que tu peux nous parler, toi, justement, de ces stages ? Là, tu nous dis que tu fais un peu de bi-quotidien, donc tu t'entraînes matin et soir. Mais qu'est-ce que tu viens charger ? Qu'est-ce que tu viens chercher quand tu viens en stage ? C'est la cohésion aussi avec peut-être d'autres athlètes si tu t'entraînes en groupe. C'est vivre vraiment 100% le haut niveau. C'est faire un plus gros volume, du dénivelé, l'altitude aussi. Qu'est-ce que tu vas chercher dans ces stages-là ? Ouais, la première chose que je vais chercher, c'est vraiment le partage. Ouais, effectivement, j'adore partager mes entraînements, surtout mes sorties longues. J'aime pas trop les faire toute seule. Enfin, voilà, ça m'arrive forcément, mais j'aime beaucoup le partage. Donc là, j'ai partagé Font-Romeu avec Marianne, qui va être ma paceuse. Marianne Hogan, ouais, qui va être ma paceuse à la Hard Rock. Donc voilà. Puis l'autre idée, c'était un petit peu de s'acclimater à l'altitude. Et en fait, je connaissais pas du tout ce coin de la France, qui est quand même le pays où j'habite. Et je me suis dit que c'était quand même cool d'être dépaysé, de retrouver d'autres parcours d'entraînement, de changer un peu la routine, de partager tout ça avec Marianne. Et ça cochait beaucoup de cases. Et voilà, et du coup on s'est dit allez feu. Et l'altitude, parce que du coup c'est vrai que sur la hard rock, tu vas être soumis aussi à une altitude. Toi, comment est-ce que tu l'as vécu ? On sait que c'est un athlète, c'est un non-sujet, il s'adapte très bien. D'autres c'est plus compliqué. D'autres, la redescente se fait facilement, d'autres c'est un peu plus compliqué. Toi, j'imagine que tu as un peu été sensible à tes ressentis en t'entraînant en Font-Romeu. Ouais, globalement, je vis bien l'altitude. Ça, c'est pas trop été un problème. Après, voilà, c'est juste qu'il faut adapter son entraînement, quoi. Il faut pas aller dans des trop hautes intensités. Il faut vraiment respecter
Ouais, respecter ses sensations et pas faire n'importe quoi, parce que si on fait n'importe quoi en altitude, je pense que c'est là où le stage cher, il est plus du tout si bénéfique. tu veux suivre tes chronos sur le plat en altitude, pour avoir fait pas mal de stages aussi en Éthiopie, il y a plein de gens qui se cassent les dents comme ça. Faut être à l'aise à l'idée d'aller moins vite, en tout cas sur la montre. Exactement, ouais. Tu nous dis que tu n'aimes pas trop les sorties longues. Est-ce qu'il y a justement des séances d'entraînement que tu aimes particulièrement et d'autres peut-être que tu redoutes un peu plus, tu prends aucun plaisir? Tu nous parlais de la sortie longue, de l'intensité. Voilà. Est-ce que tu peux partager un peu ton top des séances, top et flop? Non, j'adore les sorties longues, je préfère les partager. Ouais. C'est sûr, quand j'ai sortie longue 7 heures toute seule, là ça va être l'angoisse, mais je les fais jamais toute seule. En général, je trouve toujours des copains. Mais non, j'adore les sorties longues. Juste, ouais, j'aime pas trop les faire seule, entre guillemets. Je préfère largement être avec du monde. Et après, les séances que j'avais peut-être aimé le moins, ça va être les séances à plat d'intensité, mais en fait j'en fais quand même relativement peu. C'est quoi comme séance à plat que tu vas faire justement avec d'intensité? C'est des 1000, c'est des 800, des 3000, des 5000, sur quel Ouais, déjà ça sera rarement à plat, hein, ça sera sur des parcours assez vallonnés, on fait du trail running, il faut quand même pas s'emballer sur de la route. Mais non, ça sera plutôt des temps, des pyramides, des 3, 4, 5, 6 minutes, voilà, j'appelais jusqu'à 10 minutes, des choses comme ça, on appelle ça plutôt du fartlek. Et ton allure, tu es sur allure semi, ça représente quoi justement sur des sorties un peu longues? Est-ce que tu veux partager ça avec nous? Parce que je suis sûr que tu sais. Franchement, je suis sûr que tu pas sais. beaucoup d'idées de chrono. Et pour te dire, quand même, j'ai déjà fait un semi-marathon. Ouais. J'ai fait ça. Tu as quand même des repères. Tu sais à peu près ton seuil, tu sais, j'imagine quand même. Ton entraîneur, 1h20. Ouais, mais c'était en 2000. Donc t'es 3,45 au kilo à peu près sur 1h19, 1h20. Ouais, donc c'est quand même... C'est déjà des belles qualités de vitesse, en tout cas sur Ultra. Alors, en plus de tout ça, il y a aussi une particularité dans ton profil, c'est que tu es également prof de yoga. Tu es passionné aussi par le yoga. Est-ce que tu penses que ça constitue un atout, ça, justement, dans ta préparation physique pour l'ultra ou pour la course à pied? Parce que c'est vrai que on n'en parle pas souvent, mais j'imagine qu'il y a quand même des choses qui peuvent être intéressantes. Donc, est-ce que toi, tu le prends en compte dans ta prépa? Est-ce que tu penses que c'est un atout? C'est une passion différente et tu préfères justement la cloisonner avec, pour avoir autre chose? Parce que des fois aussi, c'est bien de ne pas parler que de trail running. Ça... Ouais, non, je vais pas la cloisonner. Maintenant, ça prend de plus en plus partie. En fait, à la base, vraiment, c'était lié à mon métier de kiné. Et puis, de fil en aiguille, je suis devenue prof de yoga, mais plus pour mes patients, tout ce qui est problème de dos, tout ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que le lien avec ma vie d'athlète et la course à pied, il était vraiment étroitement lié, et je vois de plus en plus en fait de bienfaits à pratiquer régulièrement le yoga dans tout ce qui va être entretien des mobilités. Souvent le yoga c'est un peu vu comme je suis immobile sur mon tapis. Donc il y a les plusieurs coureurs, types de en mode général, yoga. voilà, on a la position, pas. tu sais, dans le... C'est vrai que l'inconscient collectif, c'est la position zen, et puis tu fais rien, tu écoutes de la musique douce avec un peu dansant, quoi. Mais ça peut être très physique. D'ailleurs, c'est impressionnant à voir. Les gens qui maîtrisent le yoga, c'est beau, quoi, de voir la maîtrise qu'ils ont sur leur corps. C'est spectaculaire même. Ouais, c'est ça. Déjà, moi, je trouve qu'un athlète, normalement, il connaît bien son corps, mais des fois, en pratique, moi, j'ai donné beaucoup de cours à des athlètes dans le vélo, dans la course à pied, des choses comme ça, et je vois très bien qu'au final, si tu adaptes le cours à l'athlète et au sport et aux sportifs, entre guillemets, ça plaît à tout le monde, parce que c'est énormément de mobilité, de respiration, et en fait, ils apprennent aussi même s'ils se connaissent déjà très bien, tu apprends à te découvrir aussi d'une autre manière, et qui peut vraiment aussi t'aider en course, t'aider aussi un peu à faire pause sur, je vois les marathoniens là, c'est le nez sur le chrono tout le temps. Sur ton tapis, tu mets pas la montre, quoi, et tu vas pas regarder le chrono. Donc je pense que c'est un bon équilibre, et ouais, là je suis en plein projet en fait pour développer ça dans le sport de haut niveau, parce que je trouve que chez les jeunes par exemple, on en perd beaucoup avec le stress des compétitions, avec la surcharge d'entraînement. Et en fait, le yoga, c'est un bon moyen déjà de se poser la question de « Ok, aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à aller m'entraîner, quoi ? Enfin, est-ce que j'ai mal quelque part ? Est-ce que ça, il faut que j'en parle ? Et ça prend 2 secondes, hein, mais en fait, dans ce brouhaha un peu du sport de haut niveau, des fois, on en perd un peu l'essentiel. Mais je partage 100% ce que tu dis, et c'est vrai que le lâcher prise et justement avoir ces moments où on va écouter son corps, où on va être en harmonie un peu avec lui, c'est hyper intéressant justement de contrebalancer avec les exigences du sport du haut niveau, ou même du sport amateur, mais on veut toujours bien faire, et même les amateurs aujourd'hui sont très investis en préparation. Là, il y a eu 7000 coureurs, je peux te dire, c'est dingue de se dire qu'il y a autant de gens qui se préparent pour des courses aussi exigeantes, quoi. C'est fou de voir les gens, la capacité des gens et du grand public. Alors, avant de se quitter, on ne pouvait pas parler
de ne pas parler de l'Hard Rock 100, une course mythique dans le monde du trail. Est-ce que tu peux nous partager un peu qu'est-ce que ça représente pour toi cette course? Parce que je sais qu'elle est mythique et on ne fait pas une Hard Rock 100 comme on fait une autre course. Il y a vraiment quelque chose, elle ressemble d'ailleurs à aucune course qu'on a nous en Europe. Ça représente quoi pour toi cet événement? Et est-ce que tu as des ambitions aussi pour cette course? La Hard Rock, c'est une course que j'ai découvert quand je suis allée à la Western States, qui est 3 semaines avant en fait, chaque année dans Californie. Et j'avais été aider François Daen qui courait la Hard Rock 2 semaines après. Et là, je me suis dit, waouh, cette course, elle a vraiment tous les critères d'une course d'ultra trail que j'adore. C'est une belle boucle, c'est en haute montagne, c'est hyper sauvage. Le ticket se mérite, donc c'est vrai que maintenant on sait que la loterie pour les élites elle est plus ou moins loterie, mais quand même on fait il y a quand même du suspense quoi. Tant que la loterie n'est pas passée, ils peuvent très bien choisir un autre élite et pas toi. Donc moi ça faisait par exemple 4 ans que je mettais mon ticket voilà, et en l'occurrence il faut quand même avoir fini un 100 miles l'année d'avant, donc c'était un peu l'objectif de la Diagonale des Fous, d'aller au moins la terminer pour pouvoir mettre mon ticket de nouveau à Star Rock. Donc en fait elle est mythique de par la rareté du ticket. Il y a vraiment, au départ on est 100, 150, c'est vraiment en microcosme, et je trouve ça amène, moi j'aime beaucoup varier entre les courses comme on voit ici la Maxi Race, là ça brasse énormément de monde, c'est des stands, c'est des marques, c'est le trail à la française entre guillemets. À l'européenne, ouais. À l'européenne, et aux États-Unis c'est tout l'opposé en fait. Après ils sont aussi limités parce que sur les parcs nationaux, on ne peut pas faire courir beaucoup de coureurs. Ce qui va peut-être arriver en France aussi, parce qu'en ce moment, c'est vrai que la course sur trail, elle n'a pas forcément bonne réputation dans les milieux forestiers, les milieux de la randonnée. Donc peut-être aussi ça va arriver et on va limiter de plus en plus sur les sentiers. Donc on va aussi peut-être revenir un peu à ce retour-là. Mais c'est vrai que c'est presque une course confidentielle. En tout cas, l'aura médiatique qu'elle a par rapport à quand on va sur place, il y a une déconnexion, quoi. C'est assez dingue. Tu discutes un petit peu avec. Alors on sait qu'il y a Aurélien Dudan-Palace qui a brillé, Anne-Lise Rousset-Séguret aussi qui a brillé là-bas. Tu parlais de François Daen, et j'imagine que vous vous conseillez aussi un petit peu et vous échangez un peu entre vous sur les courses, celle-là ou d'autres. Oui, sur les courses, puis celle-ci en particulier, parce que c'est pareil, déjà la bouclée avec tous les critères d'altitude, un parcours assez exigeant, dans un endroit que clairement les Français connaissent pas trop. C'est important d'échanger et d'avoir un petit peu des conseils d'avant-course. Donc oui, bien sûr, j'ai 2 petits mots. Nous, on a Courtney de Walter dans la team qui habite quand même pas trop loin. Qui sera donné 2-3 bons tuyaux, j'imagine. Dernière petite question, parce que nos auditeurs nous l'ont beaucoup demandé. Est-ce que tu envisages de recourir à l'UTMB, à la Diagonale des Fous, sur ces grandes classiques aussi du circuit? J'envisage de retourner à l'UTMB. Là, j'ai été prise à la Hard Rock, sinon c'était mon plan A ou B, ça dépend comment on voit les choses. Donc oui, j'aimerais, j'attends juste que ce soit le bon moment. Je voulais y retourner avec plus d'expérience, donc là je commence à engranger un peu d'expérience. Écoute Camille, je te retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à mes questions. D'autant plus, je sais que tu étais en famille et que tu as pris un instant, donc ça nous fait vraiment très plaisir à moi et j'espère aussi aux auditeurs dans la tête d'un coureur. Avant la Hard Rock, tu auras une petite course ou là maintenant c'est focus Non, là c'est focus Hard Rock. C'est focus Hard Rock. Ouais. Écoute, bonne fin de préparation, hâte de suivre tes aventures du côté des grands parcs nationaux américains. Et puis je te souhaite que le meilleur et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup.